va commencer cette soirée. Alors je vais vous présenter, nous avons un artiste comme d'habitude et un psychanalyste. Voilà notre artiste, Antoine. Bonsoir. J'entends déjà dire que c'est très chouette ce que vous faites. Merci. Antoine, donc Rosès. Donc vous voyez des œuvres photographiques, mais qui sont quand même un travail très subtil, dont il m'a dit quelques mots l'autre jour que je ne pourrais pas vous redire parce que c'était tout à fait compliqué, avec un mot très compliqué, d'ailleurs, enfin il nous dira, mais il va faire des portes ouvertes pendant lesquelles je pense qu'il nous expliquera un petit peu ce travail très subtil. Et ce travail, bien sûr, tout ça est le fruit du hasard. C'est un travail que je trouve aussi très poétique. Et pour cette soirée poétique avec Gérard, j'ai trouvé que c'était très bienvenu. Et un joli hasard qu'on ait poésie au mur et poésie ici à côté de nous. C'est trop gentil. C'est vrai, c'est un plaisir. On n'a pas encore fixé la porte ouverte, mais on va la fixer très vite et on préviendra nos amis de la rencontre. Merci Délia. Mais je t'en prie, c'est vraiment un très beau travail. Oui, alors je voulais vous donner aussi tout de suite le nom de la personne que nous recevons. Nous allons recevoir le deuxième mardi de mai, Henriette Michaud pour Freud à Bloomsbury, chez Fayard. C'est un beau livre aussi. Alors ce soir, bien sûr, on reçoit avec plaisir, et j'espère qu'il n'a pas pensé qu'on ne l'inviterait pas. Mais on était débordés par toutes les publications. Mais celui-là nous a tout de suite retenus, en fait. Ah bon. Parce que, comme vous savez, Luminitsa, qui est aussi poète à Montpellier, on a tout de suite fait un passeur de livres. Oui, alors, comme je disais, bien sûr, on a été un peu débordés par l'abondance des publications de Gérard. Et puis, bon, celle-là, bien sûr, nous a particulièrement retenus. Ouais. Et celle, bien sûr, plusieurs de mes amis m'ont parlé de l'après-midi que vous avez fait chez Chan autour de Don Juan, votre livret sur Don Juan. Et il paraît que c'était formidable et que vous avez même chanté. Oui. Et je le signale que je l'ai même retrouvé sur YouTube. Ah bon, c'est bien. Malheureusement, je ne pouvais pas y être, mais j'ai apprécié d'écouter ce qui s'est dit ce jour-là et de vous entendre chanter. Il paraît que j'ai chanté faux, mais c'est quand même... C'est pas ce qu'on m'a dit. C'est pas de chance, ce qu'on m'a dit. Il y avait un musicien formidable. Oui, on m'en a dit que du bien. Donc voilà, on est tout à fait attentifs à vos... Je cherche, nous cherchons un producteur, parce que avant ça s'est fait un peu avant le Covid, cette commande. Et puis, qu'est-ce que je veux dire, il y avait un producteur pour produire l'opéra. De cela dépend le nombre de chanteurs, etc. Et puis, le producteur n'a pas résisté à la pandémie et nous a lâchés. Donc, si vous avez un producteur dans d'opéra, pensez à moi. Bah oui. Pensez à Don Juan, plutôt. Non, mais j'aurais pas dû parler de ça. On peut parler de tout ce soir. Ah bon? Gérard, D'accord. On est tout à fait tranquille, pourvu qu'on parle poésie et pas politique. Parce que la politique, on en a jusque-là. Mais ce soir, poésie. Poésie sur les murs et poésie. Mais poésie et politique, ça peut aussi se parler. Ça rime. Évitons ce soir, bien sûr. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour vous parler, c'est Gérard, de poésie et politique. Mais je crois que ce soir, on va éviter ça, on en a plein les oreilles. Ouais. On en a vraiment plein les oreilles. En plus, on a beaucoup parlé quand même de politique et de la guerre, parce que l'artiste précédente était moldave. Et donc, on a eu largement l'occasion avec elle de parler de la Moldavie et de tout ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment en Ukraine. Et il y a un monsieur qui était là tout à l'heure, d'ailleurs, qui s'occupe des Ukrainiens, un ami à vous, Gérard. Oui. Et on a discuté avec lui, qui s'occupe d'envoyer des choses en Ukraine, et il reçoit aussi des gens que j'ai proposé la semaine prochaine, comme c'est les Pâques, à une famille ukrainienne, si elle peut, de venir prendre un repas du Seder, parce que c'est comme ça que ça s'appelle chez lui.
juif. Et un continuisme. Voilà. Ce que je voulais dire à Gérard, je vais dire juste quelques mots parce que j'ai plusieurs amis qui ont des choses à dire. Je voulais vous dire que ce livre nous a bien sûr beaucoup touchés d'abord parce que c'est un livre où on vous découvre d'abord poète, mais aussi, comme vous le précisez très bien vous-même, vous dites après avoir écrit tant de livres, où la raison bien sûr domine, vous avez écrit tellement de thèses qui nous ont tellement aussi été enseignés en psychanalyse. Mais là, c'est tout autre chose et je ne connaissais pas les événements de votre histoire. J'ai appris l'existence de Haïm et Milka, dont vous teniez à ce qu'ils soient inscrits dans un livre, que leur nom apparaisse, que vous alliez garder apparemment dans votre sacoche. Si j'ai bien compris, donc c'est un livre qui à beaucoup d'égards est très important et qui est très beau parce qu'il y a vraiment des moments très poétiques dans votre écriture qui nous ont beaucoup touchés et de découvrir bien sûr, vous savez un petit peu, mais que nous sommes tous poètes depuis la naissance, bébé, poète, rêveur, poète. En fait, il va entendre combien nous sommes traversés par la poésie. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors ce soir, c'est Annick Galbiati qui va commencer à vous dire un certain nombre de choses qui l'ont retenu dans votre texte. Et ensuite, Françoise Hermand et Monique Poncé vont lire de brefs passages de votre livre. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui va intervenir. On verra à quel moment, une fois peut-être que vous aurez pris la parole. Hein, c'est comme ça qu'on a imaginé que ça se produirait. Voilà. Donc je passe la parole à elle. Alors bonsoir, Gérard Pommier. Merci d'être avec nous ce soir pour la présentation d'un de vos derniers livres, La poésie brûle, paru en 2020, il y a déjà 2 ans, aux éditions Galilée. Merci aussi pour cette publication, au titre incandescent. C'est un charbon ardent, un buisson touffu qui fait place au divin, une trouvaille aux multiples sens, transitif, intransitif, actif, passif. Une condensation très freudienne aux nombreuses ramifications. Sur les terres parfois arides de la psychanalyse, Gérard Pommier, vous faites passer un souffle poétique qui subvertit la distinction même, voire l'opposition sur laquelle vous vous appuyez et à laquelle vous accordez une large place, celle entre prose et poésie. Vous différenciez la poésie de l'enfance, celle en sol mineur, au moment où se constitue le sol, les bases mêmes de la subjectivité, de la poésie en mi majeur. Majeur, précisez-vous, pour ne pas dire adulte, dans la mesure où on peut se demander qu'il n'est jamais tout à fait adulte. Avant l'âge dit de raison, cela résonne, cela chantonne, cela poétise, dites-vous joliment. En vous lisant, m'est revenu ce souvenir d'un petit enfant que j'ai entendu dire doucement « Je voudrais donner un baiser à la musique ». Et puis, avec l'école, on entre dans un autre ordre. Françoise Hermand et Monique Poncet, donc, ont choisi plusieurs passages où vous en parlez de façon très concrète. La prose porte en elle une sorte de violence. Sa grammaticalité s'acharne à vouloir dire, à se rattraper, car elle essaie de se raccrocher à quelque chose plutôt qu'à rien. Le rien la menace. Elle pense vite à quelque chose et une fois alphabétisée,
et s'exprimant très poliment, une fois bien cravaté, c'est-à-dire étranglé dans le collet des phrases, la voilà qui s'avance. 1, 2, en avant, sujet, verbe, complément. Et puis, il faut remettre ça. Sujet, verbe, complément. Mais au détour d'une phrase, quelque chose étrangle d'un coup la belle grammaticalité. Chaque phrase tend une sorte de collet à celui qui s'explique. Voilà. Alors, si j'ai choisi de lire un peu de truc, c'est que je suis absolument admirative devant votre style et devant le plaisir de lecture que procure votre livre. Voilà, un plaisir de lecture en dehors des idées, mais quelque chose qui tient à la langue. C'est magnifique. Alors je continue à propos du lecteur. C'est bien, moi je suis contente d'en parler parce que tout le monde n'écrit pas, mais beaucoup lisent. Le lecteur se réconcilie avec lui-même en lisant. Il cherche sa maison. Ce n'est pas un amateur de belles lettres qui se cultive. Il cherche à quoi il rime, après s'être perdu dans la forêt de sa propre vie. La poésie rime avec son lecteur inconnu qui regarde par-dessus son épaule. Tu t'es libéré de ton cri d'enfant, et puis il t'a suivi. Sous sa menace, tu babillas, chantonnas, puis balbutia quelque chose. Ton cri resta tapi sous tes phrases qui, les unes après les autres, le firent taire. Des mots prosaïques sont des besogneux, des esclaves enchaînés entre eux, tandis qu'un souffle sauvage résonne en dessous dans leur ourlet. La poésie enfanta la parole qui mangea la musique initiale et n'en garde que les os. Le rythme des répétitions sur lesquelles tu t'es levé, tu as marché, dansé, en funambule, tu t'es avancé sur le fil d'un cri. Je repasse la parole à Annie. La poésie en mi majeur n'est pas sans faire penser au midi de l'interprétation. Lacan, d'ailleurs, ne nous encourageait-il pas à lire les poètes en ajoutant « prenez-en de la graine » et en indiquant pour sa part qu'il n'était pas poète assez. En commençant par le commencement, vous reprenez la genèse de l'entrée du sujet dans la parole et le langage. À la suite du cri de la naissance, la découverte par l'enfant du babil, du jeu des sons, puis le redoublement des syllabes, le premier haïku, dites-vous, maman, papa, puis le jeu avec les mots. Quand l'enfant fait sonner 2 fois la même syllabe, il abandonne la première à sa mère en leur faisant rimer avec le second, il en fait son esclave. Quand l'enfant fait sonner 2 fois la même syllabe, il abandonne la première à sa mère, en la faisant rimer avec la seconde, il en fait son esclave. Moi aussi je veux. Il entre dans sa vie sur cette balançoire poétique. En répétant la syllabe, il en devient le maître et dompte son angoisse. Le versus sur place de la syllabe redoublée coupe les ponts avec un infini cannibale. Le refoulement fera ensuite son œuvre, ce qui fait qu'une analyse conduit à renouer quelque part avec cette langue de l'enfance
avec ces sources vives que signe l'expérience de la rencontre d'un corps avec les mots de l'autre. Le poète est sans doute celui qui, sur cette enfance, n'a pas complètement refermé le couvercle. Il touche à cette matière inflammable qui brûle l'ancêtre et le nom propre, dites-vous, l'ancêtre avec un grand A, pour les disséminer avec leurs cendres dans le corps du texte. Le poète écrit son nom de façon cryptée. Éparpillé, l'ancêtre avec un grand A, ou les différents noms qu'il peut porter, renaît tel le phénix de ses cendres. Alors là, une question peut se poser. Est-ce que ce passage à l'écriture poétique, mais aussi cette prolifération de lettres, de petites lettres, dans la science, par exemple, ou dans la prolifération de sigles, vous en citez quelques-uns, à commencer par SNCF et d'autres. Est-ce que ce passage, cette réduction à la lettre, ne dit pas quelque part quelque chose du démantèlement du patriarcat? À Saussure, ingénieur de la prose, c'est citation, ingénieur de la prose, vous opposez en fin de compte Ferdinand, auquel vous décernez le titre de prince des poètes pour ses recherches sur les anagrammes dans les vers saturniens. La poésie joue ainsi avec le feu, en brûlant d'amour, mais aussi en incendiant, en tuant. D'où le fait qu'elle pratique l'amour, mais de loin, comme au temps des troubadours. D'où la relance de la question du rapport de la sublimation, voire de l'art en général, au corps féminin. Mais pourtant, visible en pleine lumière, la gloire des saints contraste avec le secret de la fente. Les saints se voient tout de suite. Ils sont nimbés d'une sorte d'aura somptueuse. Mais à quoi servent ces trésors décolletés qui s'affichent avec une insolence presque autonome? Ce n'est pourtant pas le souvenir du sein maternel qui provoquerait un tel émoi et réduirait le spectateur à l'état de nourrisson. Je me suis dit que les seins sont peut-être si attrayants parce que leur forme comble le creux de la main. Car le creux de la main est paumé. Il faut quelque chose à quoi se raccrocher. Je vous remercie beaucoup de cette présentation avec des passages. C'est pas mal en fait. Oui. Que j'avais un peu. Je les avais pas oubliés. Mais bon. C'est recouvert par l'approfondissement, y compris l'approfondissement psychanalytique que j'ai fait grâce à ce travail. Ce travail m'a amené à en faire d'autres et encore d'autres. Donc c'est pour ça, je vous remercie de me rafraîchir les idées, parce que je me souvenais plus clairement de ces éléments. Et voilà. Alors, soit je peux faire une marche arrière et puis parler de ça, soit je peux dire les développements qui concernent plus directement la psychanalyse. D'abord, le premier développement qui est évident, vraiment, c'est une fois qu'on a mis la main dessus,
il y a un certain nombre de passages dans Lacan qui le disent. D'ailleurs, Lacan a écrit des poésies assez marrantes qui sont pas connues, pas publiées. Mais après tout, un analyste, quand il écoute quelqu'un, c'est pas du côté de la raison discursive qu'il va lui redresser les bretelles, lui apprendre comment vivre, etc. Non, c'est, je dirais, la musique qu'il entend dans les paroles, les assonances qui renvoient à d'autres assonances, c'est-à-dire au fond un acte poétique, un acte poétique, c'est-à-dire créateur du sujet qu'il entend. Il entend ce qui, dans le présent, rime avec le passé, ce qui rime avec l'enfance. C'est ça, je dirais que c'est peut-être le point le plus sensible et le plus efficace de la psychanalyse, quand on arrive à l'entendre, à entendre, c'est-à-dire à se situer dans ce qui peut s'appeler, de manière un peu emphatique, un poème à deux. Évidemment, ça fait rire parce que nos collègues, pas ici bien sûr, n'ont pas trop l'air de poètes dans l'ensemble. Voilà, je ne voudrais pas dire de méchanceté. Bon, il y a cette, je dirais, cette priorité. Je ne veux pas dire que ce soit la seule chose qui corresponde à l'acte psychanalytique, mais entendre ce qui rime entre enfance et âge adulte, pour employer ce mot, avoir de l'oreille à cet égard, ça se fait très souvent sur la base des assonances de paroles, c'est-à-dire un mot qui brusquement rime avec un autre mot, ce qui est évident dans le lapsus. On voit bien que c'est parfaitement musical et poétique, la connexion qui se fait entre les deux et qui se raccorde une pensée avec une autre, c'est-à-dire la fait rimer avec une autre pensée. Donc on a là quelque chose de fondamental dans l'acte analytique. Je ne veux pas dire du tout, mais alors vraiment pas du tout, que être psychanalyste, c'est faire de la poésie. Non, pas du tout. Je veux dire, le but, dès le départ, pour les gens qui viennent, c'est pas de faire de la poésie, donc, c'est, pour dire un gros mot, de se soigner. C'est-à-dire, il y a une perspective éminemment thérapeutique de quelque chose qui ne va pas, que quelqu'un demande à être entendu à ce propos. C'est-à-dire que sa demande elle-même concernant ses angoisses, ses symptômes, etc., elle correspond au fait d'être écouté, c'est-à-dire d'entendre dans la parole ce qui rime. Alors, je tiens à souligner que pour autant, je ne dis pas que la psychanalyse serait de la poésie. Non, je ne dis pas ça du tout. Ou alors, ce serait comme ce à quoi j'ai assisté en Chine, la poésie d'eau. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la poésie d'eau. C'est-à-dire le dimanche, dans un jardin, il y a des grandes pierres plates. Et puis il y a un poète, un pinceau trempé dans l'eau, il y a la foule autour, et puis il trace un poème sur la pierre. La foule l'applaudit, et le poème s'évanouit dans le soleil. Il s'évapore plutôt dans le soleil. Donc c'est dans cette mesure très restreinte que je dis que l'acte analytique est poétique, c'est-à-dire créateur du sujet, puisque c'est à ce moment-là d'électrochoc poétique, que le sujet, je veux dire, le sujet de l'inconscient, le sujet barré, parle, s'exprime. Il s'exprime dans sa division entre présent et passé, division à laquelle qui marche de l'une à l'autre en créant ce que Freud appelait des fausses connexions, falsche Verknüpfung. Et au fond, écouter de manière poétique, c'est couper les fausses connexions, donc libérer le symptôme.
Et c'est en ce sens, en quelque sorte, que l'acte analytique est, disons, poétique dans son mouvement et, j'ose le dire, thérapeutique dans son point final. Parce que, bon, il y a beaucoup de collègues qui contestent ça, qui disent que l'analyse ne soigne pas, etc. C'est pas vrai. Je veux dire, les gens qui viennent nous voir, c'est pour se soulager de quelque chose dont ils savent que ça remonte loin en arrière. Donc c'est une dénégation, le fait de dire nous on ne veut pas soigner, etc. Quoique peut-être ça se dit plus trop. Voilà. Il y a une chose dans la question très intéressante que m'a posée Annick Galbiati, c'est cette question du rapport au patriarcat. Rapport au patriarcat, je dirais que c'est fondamental, mais ça ne porte pas au départ le nom de patriarcat. C'est la question d'un rapport au père, qui, je dirais, assiste à la naissance, je veux dire, dès le premier rappel du nom, dès qu'un enfant est appelé par son nom, c'est ça qui le calme d'ailleurs. Hein, les mères, elles passent leur temps à dire Nicolas, fais ceci, fais cela, n'arrête de pleurer, tu me casses la tête. Enfin, bref, donation du nom. Donation du nom. Et c'est ça le nom du père, c'est rien d'autre. Je veux dire, c'est pas le papa qui, à 3 ans, va dire attention, ta maman est à moi. C'est vraiment une conception de l'Oedipe parfaitement fou. Je sais pas comment la qualifier, mais enfin, c'est pas terrible, quoi. Je veux dire que, au contraire, dans le premier échange de paroles lui-même, parole, c'est parole entre un enfant et sa mère. C'est parole, je veux dire, au sens où chacun s'attribue un nom. C'est-à-dire la mère appelle son enfant par son nom, qui est un nom du père, même si c'est un prénom. Les prénoms sont des noms de martyrs. Il n'y a pas plus père qu'un martyr. Regardez sa tête, c'est facile à voir. Donc, et l'enfant, il répond comment? Par ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire par le plus bref des haïkus, maman. Alors là, il y a un article absolument merveilleux, je ne sais pas pourquoi il n'est pas en librairie, il est presque introuvable, c'est l'article de Sabina Spielrein, Pourquoi papa et maman? Mais en effet, pourquoi dans toutes les langues du monde, c'est maman et papa? C'est-à-dire la voyelle la plus ouverte, la consonne la plus fermée, le M, et la lettre la plus expulsive, le P. P, comme papa expulsé. Voilà. Donc il y a là quelque chose de je dirais... En allemand, c'est pas Mutti. Mutti, mais c'est la mère Mutti. Mais on ne dit pas Mutti quand même. C'est la grand-mère Mutti, ouais. Enfin, vous n'allez pas me foutre mon livre en l'air. Hein. On va dire en général. Non, Mutti, c'est la grand-mère. Ça, c'est une... Ouais. Non mais il faut lire l'article de Sabina Spielrein. Et depuis, il y a des études qui ont été faites. Et effectivement, dans toutes les langues du monde, c'est la consonne la plus fermée et la consonne la plus expulsive qui entoure le A, le grand A. Voilà. Donc c'est le poème, c'est la poésie originaire de la subjectivité. C'est comme ça que la subjectivité se profile. Voilà. Alors, les approfondissements que j'ai faits depuis, j'ai quand même à dire un petit mot, qui ont été pour moi l'occasion d'écrire un autre petit livre. Un livre en produit un autre, c'est fabuleux, c'est vraiment utile. L'autre livre, il s'appelle
racine cubique du crime, l'inceste. Hein. Et bien justement, je dirais, dans le cadre de cette double nomination papa et maman, il y a l'interdit, je le dis exprès en 2 mots, l'interdit, c'est-à-dire l'interdit de quoi? Eh bien, l'interdit de l'inceste. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre après, parce que c'était pas vraiment clair dans ce que j'ai écrit. Donc, pour moi, ça m'est apparu clairement qu'une fois ce livre-là publié, eh ben, il y a cette question de, je dirais, mais qu'est-ce qui se passe dans cet enclos de la parole? Eh ben, c'est l'interdit, c'est-à-dire l'interdit de l'inceste, entre l'interdit de l'inceste avec la mère et l'interdit de l'inceste avec le père, qui prend le relais en quelque sorte, plus l'interdit de l'inceste frère-sœur, universel. Tous les enfants ont joué à différentes choses avec leurs petits frères, leurs petites sœurs, etc., la voisine. Bon, mais je ne vais pas faire la présentation de cet autre livre. Donc, je vais en rester là pour dire que l'interdit primordial est emporté sur essentiellement le trauma sexuel par le père. C'est-à-dire là, alors là, c'est vraiment le fil de toute la première partie de cet ouvrage, parce que ce père en question, ce père qui est expulsé par le P, ce père, c'est un père violeur, c'est un père, comment le dire, c'est parce qu'il est violeur qu'il est expulsé en quelque sorte. Hein. C'est le père du trauma sexuel qui centre absolument toutes les structures, sans exception, psychose, névrose, perversion. Vous le rencontrerez toujours. C'est un père tout à fait mythique. C'est un ourvateur qui est un effet de parole. Et c'est contre ce père ourvateur, effet de parole, que la poésie le brûle, ou bien elle est brûlée par lui. C'est-à-dire, ou bien l'enfant fait son petit haïku, son petit poème, ou bien il est cloué dans son lit par l'angoisse du loup, du l'ogre. C'est lui, c'est Chronos, c'est Baal, c'est toutes ces figures du père primitif. Rien à voir avec le papa théâtral du complexe d'Oedipe qui fait rigoler tout le monde. Non, ça c'est vraiment une figure terrible dont j'ai repris les linéaments dans plusieurs poètes. Le poète russe Khlebnikov, Rimbaud, Artaud. On retrouve cette figure du père terrible, purement mythique, purement, je dirais, reproduit et inventé par la parole. La parole, le discours ne peut pas s'en débarrasser. La poésie, oui. Donc c'est en ça, ou bien elle brûle, ou bien elle est brûlée. Voilà. Ça, je dirais que c'est le fil de toute la première partie de cet ouvrage. Mais c'est aussi un point très important dans la dernière partie où je parle, comme ça a été évoqué, de Saussure. Saussure qui fut à la fois, je dirais, le grand théoricien, bien que cet aristocrate n'a jamais écrit une ligne à ce propos, de la linguistique, hein, signifiant sur signifié, la chaîne des signifiants. Vous connaissez tous Baratin qui a beaucoup servi à Lacan dans de très nombreux développements. Et puis en douce, Ferdinand, comme ça a été évoqué tout à l'heure, a écrit sur les anagrammes, a écrit ses cahiers sur les anagrammes qui sont
des coups de génie, on peut dire, des coups de génie. Même chose, il ne les a pas publiés. C'est vraiment un aristocrate extraordinaire. Voilà. Donc là, dans les anagrammes, qu'est-ce qu'on voit qui est fondamental? C'est qu'à chaque fois, dans le poème, ce que Ferdinand trouve, c'est le nom, un nom crypté. Un nom est crypté dans le poème. Justement, le nom du père qui est crypté, qui n'est pas dit, ou le nom de la personne idéalisée, comme par exemple dans le poème de Pétrarque. Ouais. Pétrarque, poème sur la femme qu'il aime, qu'il n'a jamais touchée d'ailleurs, un garçon raffiné, enfin quand même un peu maladroit. Donc il écrit à propos de l'or, il écrit tout un poème à propos de l'or. Hein? Non, c'est Dante. C'est Dante, je me fous dedans. Mais non, vous parliez de Pétrarque. Dans votre livre, vous parliez et de Pétrarque et de Dante. Oui, bah alors là, c'est bien Pétrarque qui a écrit sur l'or. Oui. Hein? Ouais. Oui. C'est l'or. Ouais. Et l'oro. L'oro del Vente. Non, je me mélange avec l'espagnol. C'est ces cheveux blonds dans le. Ces cheveux d'or dans le vent ou quelque chose comme ça. Ah oui. Mais le nom de l'or n'est jamais prononcé, mais il est en filigrane, il est en anagramme dans l'ensemble du poème, sans que ce soit dit. Voilà. Alors, ce qui ressort du cahier sur les anagrammes de Ferdinand, c'est que toute la poésie, selon lui, est composée anagrammatiquement à partir d'un nom propre. Et il trouve ça dans toutes les poésies, y compris dans l'Iliade et l'Odyssée, y compris dans la poésie védique, y compris dans les poèmes latins. Il y a beaucoup d'exemples dans les poèmes latins où, en effet, c'est très clair qu'il y a l'anagramme d'un nom propre qui est dispersé dans les lettres. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? C'est le nom propre qui est dispersé. Eh bien, c'est ce fameux nom du Père dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est lui qui fait parler, c'est lui qui est en quelque sorte enterré sous la parole et qui la pousse en avant. Ça me paraît vraiment, je dirais, extraordinaire comme découverte de Saussure. Il se trouve que Tristan Tzara a trouvé la même chose, sans connaître Saussure. Hein. Et puis, depuis que j'ai fini ce livre, excusez-moi, mais je suis en train d'en écrire un autre sur la religion, et j'ai trouvé vraiment dans la lecture du Zohar, dans la Kabbale et ainsi de suite, que c'est la même chose dans la mystique juive, c'est-à-dire que il y a la Torah écrite et la Torah cachée, scellée, qui est en dessous de la Torah écrite. Et cette Torah en dessous, la Torah scellée, eh ben, c'est toutes les lettres de la Torah qui peuvent constituer n'importe quelle chose existante qui est la chose de Dieu. C'est fabuleux, c'est la même chose que Saussure. Et Saussure, je ne crois pas qu'il ait lu la Torah, ni la Kabbale, qui n'était pas éditée à l'époque. Voilà. Donc c'est un livre celui que j'ai écrit là, qui a quand même pas mal de prolongements c'est très fertile. Et le noyau fertile, j'y reviens parce que ça me semble finalement dégager le point extrême de ce qu'on peut tirer théoriquement. Le noyau fertile, ça va vous étonner, mais
c'est tellement freudien. C'est l'interdit de l'inceste. Point final. C'est ça. C'est là, je dirais, le génie incroyable de Freud qui résume les choses en 2 mots. La psyché, point d'interrogation, interdit de l'inceste, parricide. C'est pour fuir l'inceste qu'il y a parricide. C'est ça. Avec ces 2 axes, vous avez quelque chose de fondamental pour entendre la musique qui ne veut rien savoir de tout ça. Mais rien. Et qui donc parle, chante, pour l'ignorer. Comme beaucoup de psychanalystes qui écoutent sans le savoir, mais qui l'entendent quand même. Je veux dire, il y a des gens qui disent le complexe d'Oedipe, c'est oh là là, c'est un peu dépassé. L'inceste, oh là là, il y a des théories de gens qui se réclament de la psychanalyse, qui disent que l'interdit de l'inceste, c'est du pipeau. Voilà, il y a des remises en cause comme ça qui sont rien d'autre que perpétuer l'aveuglement sur ce point central de la psyché. C'est pas facile à regarder en face. Mais quand on le regarde en face et qu'on écoute en même temps, on l'entend. On entend et c'est encore mieux quand on le dit au bon moment. Parce que du coup, tout s'ouvre. Ah ouais, ça c'est sympa. Peut-être qu'on va en profiter pour leur tousser un petit peu. Ah oui. Non, mais il faut m'arrêter. Hein. Non, on va interrompre un instant parce qu'il y a Françoise Descamps qui a aussi quelque chose à vous dire. D'accord. Et donc on va lui passer la parole pendant que vous reprenez votre... Non, mais peut-être que j'ai plus rien à dire. Je reprends le relais et ça va vous permettre de souffler. Je suis désolée, Pardon. c'est passé. Pardon. C'est Annie qui a commencé. Alors, je voulais vous dire que votre venue ce soir m'avait poussé à lire attentivement votre livre et je vous en remercie. Le plaisir que vous avez pris à faire cet énorme travail de lecture et d'écriture, conjointement à un travail plus intime, se ressent du début à la fin, jusqu'à la fin du livre, et m'a procuré aussi beaucoup de plaisir. Étais-je à cette place d'orime principale que vous désignez comme celle du lecteur ou bien de l'auditeur, réceptacle, je cite, de l'illumination poétique? Sûrement. En tout cas, votre livre donne le sourire. Il permet quelque peu de sortir de la prison qui est souvent notre lot quotidien. Nous apprenons avec bonheur que nous avons tous été poètes étant enfants. Certains le sont restés, d'autres pas. Vous montrez qu'il n'y a pas que les poètes reconnus qui le sont restés poètes. Votre intérêt s'est porté aussi sur tous ceux que l'on a taxés de folie, comme Joyce par exemple, qui a su transformer son vécu en glossographie. Vous l'appelez d'ailleurs Joyce Glosso-Craftman, en incitant chacun à lire Fickenway avec d'autres lunettes. Il n'est pas question de folie, il est question de poésie. Je vous cite là, lorsque lâche la barre syntaxique. Aussi les troubles perceptifs qui envahissent parfois le quotidien sont revisités avec un œil nouveau, poétique, chantant et deviennent plus légers. C'est le cas par exemple des acouphènes ou encore des trous de mémoire, des mots qui sont sur le bout de la langue, pour reprendre le titre du petit essai de Quignard. Votre livre ressemble à un canevas où les œuvres des différents poètes côtoient votre propre poésie. Entre les nombreux extraits de poèmes et le fil court tout au long du livre, le père primitif de Freud, celui dont vous parliez tout à l'heure, l'Orpateur, et Chronos, le père de la mythologie grecque, se glisse entre ce fil-là
se glissent de magnifiques envolées lyriques qui sont un bonheur pour celui qui les lit. Si le salto avant et le retournement n'ont plus de secret pour vous, c'est à la musique que je ferai appel en disant que vous faites des gammes sur la langue. Vos travail sur la lettre est au cœur de votre livre et je le différencierai de la question de l'écriture. C'est ce que vous rappelez d'ailleurs dans le chapitre intitulé « L'Odyssée poétique » en citant la lettre A, j'en avais parlé tout à l'heure, la figure de la tête de Baal, et en rappelant que vous aviez jadis écrit un livre très savant sur la naissance de l'écriture. Vous avez écrit de nombreux livres, mais je tenais à indiquer, c'est comme ça que vous n'y étiez pas dans ces livres. La raison, l'intelligence guidait votre plume. Là, vous osez dire « je » en vous adressant à l'autre. L'effet que cela produit est repérable, même si le livre est un peu dense. Mais vous avez, semble-t-il, encore beaucoup de choses en vous, des choses à dire, à transmettre. Aurais-je dire à recracher, comme vous le dites pour Joyce, en utilisant cette belle métaphore, des restes divins chantés et recrachés. De façon plus prosaïque, je dirais, le désir de transmettre est toujours là, il ne peut s'éteindre. Nous attendons aussi, bien sûr, un recueil de vos poèmes. Encore merci. Ça vous pose des questions? Je veux dire, c'est trop, je sais pas, trop abstrait ce que j'ai raconté ou... Non, non. Ça va? C'est pas trop abstrait. Ouais, j'aimerais vous poser une question. Alors, c'est vrai que en dehors de ce côté magique de la poésie, vous l'associez quand même tout au... Le fil du livre est quand même comme celui de la racine cubique du crime, c'est bien ça? Du inceste, oui, parce qu'il y a le crime aussi dans votre titre. Oui, c'est cette question du père violeur. Alors, bon, moi, d'une certaine manière, j'adhère complètement. Ça me semble tout à fait vrai en relation avec le père de la Rome primitive, qui est, là, comme vous dites, c'est mythique. Mais alors, j'ai du mal à l'articuler avec l'inceste qu'on pourrait dire primaire aussi, mais peut-être pas mythique, je ne sais pas, qui est d'ordre maternel. Et voilà, moi j'ai du mal à articuler les deux côtés, et j'avais gardé un passage de votre livre que je trouve plein de violence et intéressant, qui est, à un moment donné, vous parlez de la poésie quand vous écrivez, comme étant la position, et je me souviens des mots, où vous seriez vierge d'un père sodomite. Vraiment. Voilà. Ben oui, oui, c'est pas rien. Mais à la fois, voilà, c'est écrit, j'aurais pas osé le dire. Ah, voilà, Alors, mais à la fois, c'est vrai que c'est provoquant au sens où on a envie que ça demande à ce qu'on déplie les discours, et en même temps, oui, il y a quelque chose de vrai qui résonne complètement avec MeToo. C'est pas pour rien que vous avez écrit Don Juan des mitouflés, à l'époque de MeToo. Ça s'articule. Et bon, moi je sais pas comment faire pour l'articuler, mais on sent qu'il y a des articulations. C'est pas pour rien, c'est à cette époque maintenant que vous avez, c'est un bout de temps que ça vous tient, mais c'est aussi dans l'ordre de la société, cette histoire du père, du patriarcat, comme l'a nommé Annick, où c'est vrai, vous continuez à dire, parler du nom du père, et en même temps, bon, d'autres choses ont été écrites, la loi symbolique, elle peut être du côté du maternel, enfin, je m'arrête, mais c'est pour relancer ces choses-là.
C'est-à-dire, si, pour le dire de la manière la plus simple, la première menace incestueuse, c'est tout se passe par la bouche. Hein. Je veux dire, la première menace incestueuse, c'est la peur d'être avalé par la nuit, en quelque sorte. Un enfant qui est seul la nuit, qui a besoin de la lumière brusquement et qu'on l'appelle par son nom, c'est ça. La nuit, ça avale complètement, comme on peut dire ce qu'on peut appeler la mère de la nuit, c'est-à-dire celle qui ne répond pas, celle qui ne parle pas, qui n'appelle pas son enfant par son nom. Voilà, je dirais. Et ça se passe de manière orale, tout simplement parce que le rapport à la mère est oral. C'est un rapport sexué. Je veux dire, il n'y a pas de rapport sexuel pensable dans cette forme d'inceste. Entre la mère et son enfant, ça n'est pas un inceste au sens d'un rapport homme-femme. C'est ça que je veux dire. C'est un inceste d'un autre ordre. Voilà. Alors, dans ce qui se passe dans l'échange que j'évoquais tout à l'heure, la mère qui appelle son enfant par son nom et l'enfant qui lui répond en lui donnant un nom aussi, c'est l'espace de l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire le moment où l'enfant quitte sa mère. Il la quitte, c'est tout. Il la quitte. Bon voyage, bon vent. Hein, l'enfant rigole et s'en va en courant dans tous les sens. Voilà. Mais le petit malheureux est coupable. Il est coupable de quitter sa maman. Alors, qu'est-ce qui se passe mentalement? C'est l'invention de quelqu'un qui le punit. Voilà l'Urfater, le père primitif en quelque sorte. On peut dire que c'est un enchaînement logique. Il le punit et comment va-t-il le punir? Il le bat, bien sûr. C'est le fantasme de Freud que vous connaissez. Un enfant est battu. C'est un fantasme érotique et cette fois-ci, il est sexuel. Complètement sexuel. C'est-à-dire que dans tous les développements qu'on peut donner de ce fantasme, c'est, comme dit Freud, un fantasme masturbatoire, c'est-à-dire cette fois-ci sexuel en quelque sorte, c'est-à-dire que sous les coups, c'est à la fois féminisant, puisque le fils est ou la fille est féminisée par ce père qui bat, et en même temps excitant, érotisant, puisque en même temps c'est un fantasme masturbatoire. Voilà. La masturbation en question, à quoi elle correspond? Eh bien, à cette apparition de l'inceste père-enfant. C'est ça. C'est les coups de la punition qui font jouir. Donc on est en plein dans un inceste absolument différent de l'inceste père-mère. C'est tout à fait autre chose. Voilà. Et c'est ce père-là, ce père inventé, mythique, qui est présent, même s'il n'y a pas de papa oedipien qui vient prendre la suite. Je veux dire, dans la psychose, ce père horrible, ce père cruel, on le voit partout, on le voit dans Artaud, on le voit dans... voilà. Et puis il a un nom qui est moins connu, c'est le nom de Dieu. Dieu est une inversion en quelque sorte. D'ailleurs, je veux dire, Dieu, dans l'ensemble, il n'est pas très sympa avec la race humaine. Hein. Donc, l'habit du père cruel, ça peut très bien lui convenir. Voilà, juste pour dire la différence qui me semble pouvoir faire entre l'inceste maternel
et l'inceste paternel, qui d'ailleurs se présente quand même sous forme orale. C'est-à-dire que du premier inceste, l'enfant garde l'idée d'un inceste par la bouche, d'un inceste par fellation, d'un inceste correspondant à la sexualité infantile. Et s'en sortir, eh ben, c'est inverser les rôles, c'est-à-dire que les enfants de Cronos mangent Cronos. C'est le cannibalisme qui existe peut-être d'ailleurs encore dans certaines tribus, les Quatiotes au Canada, les Indiens des plaines, qu'on présente tout le temps comme des victimes. Il ne faut pas oublier que le cannibalisme ne leur faisait pas peur. Manger un enfant de la tribu adverse, c'était une pratique amicale. Je veux dire. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui se posait. Si, vous avez répondu, mais oui, ce qui est particulier, c'est d'une certaine manière, vous dites que le fantasme punitif, où il y a sexué par rapport au père, il serait la conséquence du fait d'avoir quitté la mère, culpabilité. Oui. Mais donc, il est consécutif, on dirait il est secondaire, mais par contre, il est primaire en tant que mythique. C'est comme ça que je le dirais. Qu'est-ce que vous en diriez? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que dans certaines religions très patriarcales, la filiation se fait par la mère, bien que ce soit patriarcal. Dans la religion juive en particulier, quelqu'un qui a une mère juive, ben, il est reconnu comme juif, pas seulement par les autres juifs, mais par tout le monde. Tout le monde dit, ah ben, si votre mère est juive, votre père, eh ben, il compte pas. Voilà, donc c'est des je cite cet exemple pour dire que ce sont des, je dirais, quelque chose de quasiment, c'est même pas mythique, c'est des associations mentales qui valent pour tout un chacun. Dites des associations mentales qui vivent tout un chacun. Plus fort. Moi, j'ai pensé à, juste pour rebondir aussi sur l'allusion que vous avez pu faire à MeToo, je pensais à ce que disait Eva Thomas, qui a écrit un livre, une des premières qui a écrit un livre en 86 qui était sorti, qui s'appelle Le viol du silence, où elle avait témoigné d'ailleurs à visage ouvert à la télévision, dans une émission, pour parler, enfin elle avait été violée par son père à l'âge de 15 ans. Et elle dit que ce qui l'a particulièrement traumatisé justement, c'est, comment dire, justement les baisers de son père. Elle dit, il m'a brûlé la langue. Et elle dit ça, il m'a brûlé. Les mots, quand vous dites la poésie brûle, j'essaie d'imaginer un peu ce qu'elle a pu ressentir au cours de ce traumatisme, où effectivement elle n'a pas de mots, elle n'a plus de corps. Elle n'est plus un sujet, et elle est brûlée, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça peut Oui, être c'est bien, oui. C'est-à-dire une régression, quand même, justement, à un stade comme ça, complètement. Ben oui, De quand elle était bébé, quoi. mais même avant. Même avant. L'inceste, c'est une mort d'avant la vie.
Parce que la mort d'après la vie, on n'a aucune idée de ce que c'est que la mort d'après la vie. C'est fini, puis c'est tout, quoi. Alors que nous portons en nous quelque chose de la mort qui tient au premier désir incestueux. Pourquoi? C'est que je me demande si je vais réussir à me faire comprendre. Faire l'amour avec son propre géniteur, ce serait être le père de soi-même. Est-ce que vous comprenez? Père de soi-même. Donc c'est l'enfant d'avant sa vie. C'est mourir. Au fond, je me demande même si ce que Freud a découvert, la pulsion de mort, ben finalement, c'est pas ça. Pas ça. Ça n'a rien à voir avec la mort comme fin de la vie. Quelqu'un qui se suicide, c'est pas du fait. Pour lui, c'est pas la fin de la vie. C'est la fin de cette de ce traumatisme-là, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est? C'est une mère circoncise. Ça est beau, c'est un jeu de mots, c'est un trait d'esprit. Ben, c'est une question qui va me faire écrire peut-être un autre livre. Est-ce que ça le mérite? Ouais. C'est vrai, c'est une question intéressante, ça. En tout cas, ce n'est pas le monopole du jeu. Oh bah non. Non, parce qu'on est tous, tous les gens qui sont dans les cultures monothéistes, comme nous, eh ben, il y a ce souvenir du premier judaïsme qui est soit reconnu, soit généralement non reconnu, c'est-à-dire qu'il existe un anti-judaïsme latent dans toutes les cultures, qui ont succédé à ce premier judaïsme, que ce soit la culture musulmane ou la culture chrétienne. Anti-judaïque ne veut pas encore dire antisémite. Non, c'est pas la même chose. Je veux dire, l'anti-judaïsme, c'était le fait de lutter contre le judaïsme comme religion, mais sûrement pas comme race. Le premier inquisiteur d'Isabelle la catholique, c'était Torquemada, qui était un juif converti. Donc, et puis il y en a d'autres, hein, de juifs convertis, ou de juifs, maranes, ou de juifs traîtres à la judaïté, comme Sabbatai Tzvi, le faux prophète, ou comme Franck, qui lui s'est converti au catholicisme. C'est-à-dire que la trahison, c'est la porte de secours. Mais c'est très profond, comme ce qui s'est passé. Le judaïsme rabbinique le cache, mais c'est extrêmement profond. Ça veut dire que il est nécessaire de trahir Dieu pour être fidèle. Je ne sais pas si vous comprenez l'esprit tordu qui est là-dedans. C'est vraiment. Mais c'est un ressort fondamental, je dirais, de la psyché, qu'on peut appeler autrement le complexe d'Oedipe. Je ne sais pas comment vous dire les choses, mais il y a des vérités dans ces événements religieux qui ont couvert plusieurs millénaires, qui, au fond, Freud permet d'en avoir une lecture très claire. Vous parlez à un moment donné des noms genrés. Et vous donnez comme exemple le soleil, la lune. Alors quoi penser du fait qu'en allemand c'est der Mond et die Sonne? C'est le contraire. Oui. Ben, les Allemands, ils sont pas faits comme nous. Hein.
Non, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être des hasards de la langue ou des hasards des divinités premières qui ont habité les forces naturelles. Mais c'est un fait que l'ensemble de l'univers est genré. Alors les féministes qui veulent tout mettre simplement à cause de la troisième personne des conjugaisons, qui veulent tout ramener à une bisexualité, ils vont avoir du mal, parce que s'il faut tout le vocabulaire, pourquoi dire la lune et pourquoi pas le lune? Non mais on s'en sort plus, je veux dire. C'est une méconnaissance de ce qui est premier en chacun, c'est-à-dire la bisexualité. Je veux dire, c'est simplement ignorance de... Quand même, Freud, il a découvert ça en 1903. C'est pas, on ne peut pas dire que ça ait fait beaucoup son chemin. Combien de psychanalystes s'intéressent à la bisexualité? Vraiment pas beaucoup. Lacan non plus. Il l'a découvert en 73 ou 74. Il faut trahir Dieu. Pardon? Il faut trahir Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est désirant, Dieu. Mais, parce que si on prend le Dieu de Spinoza, qui lui n'est pas désirant, le Dieu de Spinoza, il a des attributs. Il ne veut rien pour l'homme, sinon qu'il persévère. Donc trahir Dieu, c'est parce qu'il est désirant, alors on retrouve là. oui. Ben, tout dépend de la conception de Dieu qu'on a, évidemment. Le Dieu du monothéisme, c'est pas le même que le Dieu des chamans, c'est pas la même chose. Assurément. Alors, si on voit Dieu comme une projection, c'est pas l'éternel, c'est l'éternisé, c'est une projection du Père mort. Donc, à partir du moment où c'est une projection du Père mort, ce qui compte, c'est le désir de l'homme qui veut croire qu'il a réussi à se sortir des pattes de son Père. Je veux dire, la croyance, la violence de la foi, elle est liée à l'incroyance, à l'incroyable de la séduction par le Père. Il faut absolument le nier. Il faut le nier. C'est ce que Freud... Unglauben, l'incroyable. C'est absolument incroyable d'être la femme de son père. C'est vraiment incroyable. Et c'est retourné en son contraire. C'est-à-dire, par exemple, El Shaddai est, je dirais, l'époux du peuple juif. C'est l'alliance, c'est l'arche d'alliance, traduit pudiquement en français par le terme arche. En fait, c'est mariage. Voilà. Mariage en blanc, puisque il y a eu le sacrifice d'Abraham avant, la circoncision, etc., qui épure le problème. Mais sur le fond, c'est un mariage, c'est tout. C'est-à-dire, c'est l'inceste. Moi, j'en reviens là. Je veux dire, je viens de le trouver, je ne vais pas le lâcher. Désolé, hein. Il y en a. Pardon? Je dis, vous ne venez pas de le trouver. Non, pas tout à fait. Il y a un père que vous lâchez, provisoirement peut-être. Vous parlez de la nuit qui avale, de la mère incestueuse, du père époux, mais aussi le père qui rejette. Il y a le monde de l'âme, il y a l'alliance. Donc, peut-être justement par peur de ce contact, cet inceste, mais il y a donc cette autre figure de père, en fait. Bah, oui, mais enfin, ça, c'est, je dirais, c'est avec le recul du catholicisme que vous dites, de la chrétienté que vous dites ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est... Il y a cette phrase qui a eu beaucoup de succès
d'un dénommé Jésus, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, bah, ça aussi, je crois que ça vaut le coup d'être retourné. C'est lui qui abandonne le père. La dernière fois que je suis venue ici, il y avait, je ne sais plus qui a dit que c'était mal traduit et que la traduction exacte serait mon père, à quoi m'as-tu abandonné? Ce qui change un peu la perspective. Ouais. C'est intéressant. Elle s'arrange. C'est- Elle s'arrange bien en disant ça, parce que là, c'est une traduction qui fait pas qui fait pas de doute. Il y a des traductions qui sont en effet non, mais la bonne traduction, c'est ça. Pourquoi? Hein? C'est pourquoi ou c'est à quoi? Non, c'est pourquoi. Non, mais la personne qui en parlait disait que c'était de l'araméen et que lama, qui est traduit par pourquoi, ça a les deux sens. Ah, les deux, Voilà. elle disait les deux. Voilà, Oui. ça peut Je être suis à l'un ou moitié l'autre. sourde, je crois. Non, mais c'est comme l'histoire de contre Adam, la côte, contre, et ben c'est tout contre, ou c'est. Mais non, c'est là. Ah oui, mais c'est. C'est la côte. C'est pas le. C'est le côté, c'est pas la côte. Oui, c'est un côté. C'est la Oui, mais il y a moitié des de la ambiguïtés, bisexualité. il y a des c'est comment. Ah non, il y a c'est la- plusieurs sens à un mot, c'est pas possible autrement. C'est la traduction de la Vulgate qui est pas bonne, c'est tout. Pardon, mais je peux encore être complètement naïve. Oh, ça m'étonnerait. Ouais. Allez-y. Naïve, je sais pas, mais allez-y. Peut-être. Ouais. Au fond, qu'est-ce que Dieu, enfin, avec ce qu'on est, enfin, qu'est-ce qu'il demande au peuple juif? Il ne demande pas à le baiser quand même. Qu'est-ce qu'il lui demande à ce peuple-là? Je ne comprends pas très bien, moi. D'être aimé. Il veut pas le baiser, ce peuple-là. C'est quoi l'histoire? Je comprends pas. Mais je vois pas ce que vous comprenez pas. Je comprends pas ce que vous comprenez pas. Pardon, il ne veut pas l'enculer pour parler plus clairement. Mais si. Il ne demande pas à son peuple. Bah, on te regardez demande, le résultat. faut que je te prenne. Si on n'est C'est pas pas dans ça cette qu'il lui demande quand même. Mais enfin, je veux dire, l'axe central, c'est quand même, je veux dire, comme le dit la circoncision, c'est quand même une question sexuelle qui est représentée, et dans un premier coup par le sacrifice d'Abraham, et dans un deuxième coup par l'histoire de Moïse en haut du Sinaï. C'est quand même très, très érotisé, complètement érotisé dans des rapports personnels entre chaque croyant et Dieu. Donc, Je ne le ressens pas comme ça. Pardon, je ne suis pas profondément religieuse, mais je ne le ressens pas comme ça. Je pense qu'il y a un au-delà de cette sexualisation ou de cette interprétation sexualisante. bah, écoutez, vous avez qu'à regarder les suites. Alors, si vous voulez pas mettre ça à la hauteur du judaïsme, vous pouvez regarder la mystique chrétienne. Vous pouvez regarder, bon, je veux dire, bon, le tabou sur les femmes dans l'islam, et puis dans la chrétienté aussi, il y a un tabou sur les femmes pareil. Donc c'est quand même très érotisé. Ben, je crois qu'il y a quelque chose dans l'érotisation au départ qui est insupportable et qui est retourné en religion. Qui, ça, est supportable. Ouais. C'est comme le président Schreiber qui commence son délire en disant qu'il serait beau d'être une femme en train de supporter l'accouplement. C'est horrifique comme pensée pour un monsieur du 19e siècle et qui délire au point de dire « je suis la femme de Dieu ». Alors ça c'est correct, c'est convenable. Bon. Ce que je trouve intéressant, c'est quand vous avez dit que c'est pas un mythe, le Bourvateur, le père originaire, mais que c'est une association. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que du coup, ça remet en cause le statut de la théorie. On voit bien comment elle change, la théorie. Ce qu'on répétait il y a, je ne sais rien, du temps où Lacan disait certaines choses et qu'on beaucoup les répétait, ça se dit plus, c'est fini. Vous-même, vous avez arrêté de dire certaines choses. Vous l'avez dit à
dans Oui, un oui. entretien que vous avez fait. Bon, donc c'est pas du tout un reproche. On arrête de dire certaines choses. Donc, voilà, et on en dit d'autres. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand vous dites que justement cette théorie du père primitif violeur, en fait, vous en avez fait une théorie dans vos livres, mais en fait, on ne peut pas l'expliquer. On peut trouver et articuler des idées les unes avec les autres. Mais fondamentalement, ce qui prouverait que c'est vrai, c'est que tout le monde faisait ces associations-là. Ce sont des associations communes à beaucoup de cultures. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça remet en cause, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire de théorie, on est toujours obligé, mais ça remet en place les choses. Et justement, ça nous sort de diviniser la théorie. Ça fout en l'air Dieu. Oui, oui. Oui. Ou le père violeur, si vous voulez, hein, puisque là, on les assimile. On peut être croyant de tas d'autres manières, mais si on vous suit, c'est comme ça. Et alors, le patriarcat, est-ce que ça va secouer tout ça? Comment on sait ouais. à la fois le patriarcat et tout ça? Heureusement que les femmes sont là pour nous sauver. Oh oui. Elles exagèrent un peu de temps en temps, mais franchement, hein, même la psychanalyse, sauver la psychanalyse, moi je le vois pas bien parti sans le féminisme. Parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez combien il y a de chefs d'associations qui sont un peu au courant de ces questions. Ils veulent même rien savoir de la bisexualité freudienne. Ça a été complètement recouvert, cette histoire. Ah oui, à ce moment-là. Je me trompe? C'est fini, ça a été, c'est fini. On a reçu quelqu'un, on a reçu plusieurs personnes qui étaient de différentes écoles et pas toutes. Bon, bah, je date. C'est pas la C'est même. fini, ils ont évolué aussi. Oui. Les discours ont beaucoup changé quand même depuis une vingtaine d'années. Ah bah, tant mieux. Et puis il y a quelque chose qui nous a apparu, comme on est beaucoup dans la lecture, combien tous les auteurs qui écrivent en ce moment vont de nouveau vers la littérature. On a toujours été dans la littérature depuis l'origine, mais là en ce moment, précisément, la plupart des livres, comme si quelque chose s'était épuisé d'un discours lacano sur les nœuds et tout ça, et tous ces auteurs essayent de se ressourcer dans la littérature. C'est frappant dans la plupart des derniers livres qu'on a reçus. Et vous, quand même, la poésie, je veux dire, jusque-là. Et le théâtre, et Don Juan. Vous n'avez pas parlé de votre livre Don Juan ce soir? Non, je ne peux pas parler Bien sûr. d'autre chose. Mais je veux dire, c'est pas forcément. Bon, si vous me dites qu'il y a beaucoup d'auteurs comme ça, moi je trouve ça très bon signe, parce que c'est pas un mystère. Hein, Freud l'a dit, Lacan l'a suggéré aussi. Les littérateurs nous ont précédés, mais c'est totalement vrai. Je veux dire, Marguerite Duras, par exemple, ce qu'elle a écrit, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a dit des choses à propos de l'inceste frère-sœur, qui est encore d'un autre ordre que ce qu'on a vu, qui sont tellement en avance sur notre conception du rapport homme-femme, par exemple. Hein. Donc c'est vrai que la littérature a de l'avance sur ce qu'on est capable de comprendre, de théoriser rationnellement. Mais peut-être il faut ajouter quand même que c'est pas loin de la question de la fabrication par tout enfant d'un mythe individuel du névrosé.
C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est dans cette situation périlleuse de rapport à ses parents, dans la marmite familiale, en même temps, il s'invente mythiquement une autre famille. Il s'invente qu'il est fils d'un roi et d'une reine qui l'ont abandonné. Il s'invente des histoires comme ça. C'est-à-dire le mythe, au fond, on peut dire que c'est une source littéraire au sens que vous avez développé. Donc ça nous regarde aussi. Et je dirais même que c'est vraiment pas nouveau, parce que dans la religion égyptienne, où il y avait un animisme de base très périlleux, le rapport aux esprits, le rapport à des dieux dont la moitié sont féroces et la moitié a provoqué la création de très grandes histoires, d'une très grande littérature. Les Énéades d'Héliopolis, par exemple, les histoires d'Isis et d'Osiris, enfin tout ça, au fond c'est de la littérature aussi, qui, je dirais, dit la vérité en avance sur toute autre thématisation. Donc, à la fois c'est nouveau, c'est bien, ça nous fait réfléchir dans le milieu psychanalytique, et puis, non mais c'est bien, c'est vraiment, moi je suis content d'apprendre ça. La vue dont on avance, c'est qu'on a épuisé certaines choses, on a partiellement épuisé, et qu'on cherche notre social, ce qui se passe, les choses avancent, se modifient, avance. On voit bien dans les livres, même autres, aussi quelque chose qui côtoyer cette Sur ce thème, c'est pas pareil, d'abord, tous ces changements. Moi, je me pose souvent la question de comment est-ce qu'on a supporté les séances courtes il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Écoutez, je vais vous annoncer une nouvelle, c'est que dans 4 mois, je vais sortir un nouveau livre qui va s'appeler Mon aventure avec Lacan, où je parle de cette question des séances courtes. Oui, mais peut-être qu'avec Lacan... Oui, ça marchait très bien avec Lacan. C'est ça, c'est que oui. malheureusement, Oui, bon, vous avez raison, mais on va peut-être pas développer ça maintenant. Il y a ça, il y a le religieux. Attendez, on est en train de faire le compte des livres qu'on a À venir. à vous lire bientôt. Oui, bon, je vais claquer avant, vous inquiétez pas. Non, pas avant d'être. Non. Pas avant d'être. Vous êtes passé par ici, vous repasserez par là. Absolument, on l'interdit. Et le recueil de poèmes. Ouais, mais vous êtes drôle parce que tout dépend de pour qui on écrit. Je veux dire, moi je me rends compte seulement maintenant que j'ai écrit beaucoup de poésie, mais elles étaient adressées à quelqu'un. Donc je ne vais pas rendre ça public en le publiant. Je veux dire, j'ai pas envie de publier. D'ailleurs, j'ai perdu, pour commencer. Oui. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les poètes qui sont capables de s'adresser aux lecteurs inconnus. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'écris des vers de Mirliton pour une certaine personne, et pas pour pas pour un lecteur anonyme. Pour une certaine personne ou pour vous-même? Pardon? Pour une certaine personne ou pour vous-même? Non, pour une certaine personne. Non, j'ai pas. Je vois. Pour ma gloire. Mais non. Non, j'écris pas pour moi. Pour quelqu'un, mais pour soi. Enfin, peu importe. Oui, on s'en fout. C'est bien. Ça passe. Non, mais. Mais il y a de la poésie dans ceci. Et oui, absolument. Oui. Absolument. Alors peut-être qu'elle s'adresse à personne. Mais bon. En tout cas, elle s'est adressée à Oui. oui. Ouais. Peut-être qu'on va s'arrêter. Oui.
Oui. Oui, surtout qu'on a du travail encore dans l'avenir. Ben Ouais. Les séances Oui, d'accord. votre vie avec Lacan, enfin, Ouais. votre aventure avec Lacan. C'est pour bien. Ça, c'est un Mon aventure avec Lacan, c'est pour... Ça devait être maintenant, mais avec le Covid, tous ces machins-là, mon éditeur, qui est encore Galilée, m'a dit, faut pas publier maintenant, il y a les élections, il y a la guerre, il y a... Donc c'est remis à la rentrée. Tenir compte des autres calendriers. Ah ben ça, le religieux, ça fait 6 ou 7 ans que j'écris là-dessus. Donc je ne sais pas quand ce sera fini. C'est une longue histoire. Ça aussi. Merci beaucoup. Il y a pas de Grand quoi. merci. C'est moi qui vous remercie.